Donc, dans un premier temps, on va exposer de manière assez simple la théorie darwinienne de l'évolution, ou plutôt la façon dont la théorie de l'évolution, toujours dans un cadre darwinien, est formulée. On l'appelle en fait la théorie synthétique de l'évolution, on y reviendra. Dans un deuxième moment, qui sera peut-être le plus long, on essaiera d'envisager les limites qu'a cette théorie en différents points. Et dans un troisième moment, qui sera assez bref, on essaiera d'apporter, d'esquisser des éléments de réponse pour corriger la conception du vivant que nous offre la théorie synthétique de l'évolution. Alors, je précise qu'on pourrait, pour réfléchir à la question, au rapport entre Dieu et le vivant, s'interroger pas simplement sur des questions de phylogénèse, c'est-à-dire sur réfléchir à la façon dont les espèces sont apparues au cours de l'évolution. On pourrait aussi réfléchir à partir de considérations qui touchent à l'ontogénèse, c'est-à-dire à la formation d'un être vivant en particulier, d'un individu vivant, à partir d'une cellule œuf jusqu'à l'organisme adulte. On pourrait aussi, plus simplement, réfléchir à des questions de physiologie, c'est-à-dire se demander si le fonctionnement de l'être vivant lui-même ne laisse pas la place à l'intervention d'une intelligence au niveau de son fonctionnement même. Mais on n'abordera pas ces considérations, même si elles sont de l'ordre du possible, quand on s'interroge sur les liens qui existent entre les êtres vivants et le divin. Soit dit en passant, il y a des philosophes qui l'ont fait, qui ont essayé de manière précise de réfléchir à ces liens qui touchent à la physiologie, à l'ontogénèse, aux liens qu'on peut faire entre ontologie, ontogénèse et la question de Dieu. On pensera par exemple à Raymond Bruyère, dont on parlera peut-être une autre fois. Mais donc voilà, là ce qui va nous occuper, c'est vraiment l'histoire du vivant, c'est vraiment la façon dont les êtres vivants sont apparus au cours de l'histoire de la vie. Voilà. Et là, donc vraiment des questions de phylogénèse, et donc c'est vraiment l'objet de la théorie darwinienne. Donc c'est pour ça que il va y avoir une discussion entre, pour le dire très grossièrement, Darwin et l'hypothèse de l'intervention de l'intelligence. Précision aussi qui a son importance, c'est que c'est pas parce qu'on arrive à affirmer que il est nécessaire de supposer l'intervention de l'intelligence qu'on a prouvé l'existence de Dieu. Que ce soit clair, ce serait pas du tout rigoureux que de dire ça, parce que si Dieu est en effet une intelligence, un être qui est créateur et intelligent, ça suffit pas à définir le divin. Il y a au moins 3 autres caractéristiques que sont l'omniscience, la toute-puissance et l'infinie bonté. Et donc si on dit qu'il y a bel et bien une intelligence qui est, on doit supposer l'existence d'une intelligence pour comprendre l'évolution du vivant, on n'est toujours pas arrivé à l'idée on n'a toujours pas démontré ou justifié de manière rigoureuse que Dieu existe. D'accord ? Parce que cette intelligence pourrait très bien être pas toute puissante, ou pas infiniment bonne, ou bien pas omnisciente. D'accord ? Alors, donc petite présentation de la façon dont la biologie actuelle conçoit l'évolution. La théorie darwinienne, donc, qui est élaborée donc, par Charles Darwin au XIXe, repose sur 2 principes fondamentaux. Pour Darwin, donc, il y a en fait 2 éléments qui permettent d'expliquer le passage d'une espèce à une autre, et donc la formation des espèces au cours de l'histoire de la vie. Premièrement, c'est des mutations qui se font au hasard, d'accord ? L'idée que les êtres vivants peuvent muter d'une génération sur l'autre, et que ces mutations ne se font pas dans une direction, ne sont pas guidées par une intelligence supérieure, ne se font pas non plus conformément, comme pouvait le penser Lamarck, en accord avec les besoins des individus eux-mêmes. Non, ces mutations pour Darwin, elles se font au hasard, c'est-à-dire dans toutes les directions, dans tous les sens. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir passage d'une espèce à une autre, et donc apparition d'une nouvelle espèce ? Eh bien, ça va être
l'idée que certaines mutations vont conférer un avantage adaptatif aux individus qui en sont porteurs, et donc la sélection naturelle que Darwin, dans certains textes, appelle sa divinité. Donc c'est la sélection naturelle qui va précisément sélectionner les mutations avantageuses et donc permettre de comprendre que certaines vont être donc exclues de l'histoire de la vie et d'autres conservées jusqu'à ce qu'apparaissent de nouvelles espèces. Donc les deux éléments de base pour comprendre l'évolution du vivant pour Darwin, c'est mutation hasard et sélection naturelle. Ça, c'est à peu près connu pour vous tous. Alors, précisons, pour être un peu exact, que les théories évolutionnistes, la théorie évolutionniste ne s'est pas arrêtée là, puisque Darwin ignorait complètement les mécanismes qui pouvaient présider justement à ces mutations. Et bien, depuis en gros la moitié du XXe siècle, on sait que, du moins on pense savoir, que ces mutations se produisent en réalité au sein du génome, qui est le lieu donc de ces mutations aléatoires et de cette transmission aux générations suivantes. Et donc, si vous voulez, la fusion entre la théorie darwinienne et l'idée que les mutations ont lieu au niveau du génome, au niveau de l'ADN, c'est ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. Voilà. Ça ajoute pas grand-chose à notre propos, c'est simplement pour être un peu précis. Alors peut-être quelques remarques importantes. C'est que les principes fondamentaux de la théorie de l'évolution tels qu'ils sont énoncés par Darwin, ils ne sont pas nouveaux. On a trouvé dans l'histoire des idées des penseurs qui avaient fait l'hypothèse que l'évolution et l'apparition des vivants pouvaient reposer sur des mécanismes similaires. On va trouver par exemple des choses très proches chez Démocrite et Épicure. D'accord ? L'idée qu'il y a une continuité dans la nature, que le règne vivant est composé d'un ensemble de formes organiques qui sont en changement permanent, que toutes sont parentes par une descendance commune d'un progéniteur primordial, et qu'il y a une sélection des variations aléatoires qui est le générateur principal qui est responsable de la création des vivants. Vous voyez, donc en fait, on pourrait dire il y a quasiment tout est là déjà depuis Démocrite. Mais donc, qu'est-ce qui fait la réelle force de la théorie darwinienne? C'est que il a réussi à ancrer ces idées-là dans des observations extrêmement précises, sur un terrain qui a été celui qu'il a pu qui a été occasionné par son voyage à bord du Beagle. Et notamment donc, à partir de ces observations sur les pinsons. Voilà, donc ça c'était le premier point. Disons, les idées en fait, fondamentales de Darwin, elles ne sont pas vraiment nouvelles. Ce qui va être vraiment son apport, c'est qu'il va réussir à les faire coller à un certain nombre d'observations précises. Et enfin, deuxième remarque, c'est que souvent on parle de la théorie de l'évolution pour parler en fait de la théorie darwinienne de l'évolution, mais en fait, bon, ça vous le savez probablement, mais il y a d'autres biologistes qui ont proposé d'autres conceptions de l'évolution. D'accord ? Donc ça, un certain nombre d'entre vous le savez. Donc il y a par exemple un célèbre biologiste français qui s'appelle Lamarck, qui, lui, en son temps, avait aussi proposé une théorie de l'évolution, mais simplement qui ne reposait pas sur les mêmes mécanismes. D'ailleurs, si vous le souhaitez, alors, je ne vais pas m'arrêter sur Lamarck et sur son tout de suite, mais si ça vous intéresse, on pourra un peu en reparler dans la suite de la discussion, parce qu'il se trouve que, en fait, la théorie de Lamarck, qui affirme l'idée qu'il existe une évolution des espèces, et qui repose encore une fois sur des mécanismes différents. Donc il y a plusieurs mécanismes, et les principaux, c'est l'idée que
l'idée que la production d'un nouvel organe dans un corps animal résulte d'un nouveau besoin survenu qui continue de se faire sentir et d'un nouveau mouvement que ce besoin fait naître et entretient. C'est-à-dire qu'en gros, les modifications dans les corps sont liées aux besoins de ce corps, de cet individu. Et deuxième principe fondamental de la théorie de Lamarck, c'est que les caractéristiques qu'on a acquises au cours de notre existence peuvent se transmettre. L'idée qui est exclue de la théorie darwinienne et même de la théorie synthétique de l'évolution. Mais à partir de découvertes contemporaines, en fait, la théorie de Lamarck en quelque sorte reprend du poil de la bête parce que ces deux idées-là se trouvent en fait dans certains cas, semble-t-il, confirmées. Si ça vous intéresse, on pourrait y revenir. Mais voilà, petit passage pour Lamarck, simplement pour dire que il y a d'autres théories de l'évolution du temps même de Darwin. À l'heure actuelle, hein, il y a d'autres théories donc, qui sont plus contemporaines cette fois, théories de l'évolution qui sont proposées, avec l'idée que l'évolution ne s'explique pas seulement par des mutations au hasard et par la sélection naturelle, mais qu'elle s'explique aussi par la présence de contraintes internes qui se situent au sein des organismes vivants et qui font que ces deux éléments que sont les mutations au hasard et la sélection naturelle ne suffisent pas pour expliquer l'évolution des vivants. En gros, tout un tas de théoriciens de l'évolution disent que l'évolution des vivants est en fait fortement canalisée dans certaines directions, qu'elle ne part pas en fait dans tous les sens, dans toutes les directions, à cause justement de ces contraintes internes. Voilà, bon, voilà. Ça c'est simplement pour dire qu'il y a d'autres théories de l'évolution, on ne va pas trop développer ce point. Voilà. Les seuls en fait qui sont opposés à la question de l'évolution, à la réalité de l'évolution, ce sont les créationnistes, hein, qui considèrent que les espèces, donc qu'il n'y a pas d'ancêtre commun à tous les êtres vivants, mais que les espèces sont créées en fait de manière séparée. Voilà. Et donc il y a en gros deux versions au créationnisme. Les créationnistes dits de la Terre vieille, c'est-à-dire qui considèrent que les données de la géologie en fait sont valides, et les créationnistes donc de la Terre jeune, qui considèrent que la Terre a maximum 10 000 ans, voilà, et qui sont l'écrasante majorité des créationnistes. Voilà, alors ces conceptions-là, on ne va pas s'y arrêter parce qu'elles semblent complètement, réfutées par les connaissances qu'on a en paléontologie. Bien. Et donc on va en venir maintenant à notre deuxième moment, après avoir exposé brièvement donc, la théorie darwinienne. Alors j'aurais aimé, mais ça aurait été peut-être un peu long, donner quelques exemples malgré tout pour montrer que la théorie darwinienne permet d'expliquer, la théorie synthétique de l'évolution devrais-je dire, permet d'expliquer plein de choses. Voilà, parce que c'est une théorie qui est puissante pour expliquer plein de phénomènes. Voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler de la mutation des papillons dans les zones industrielles, enfin, vous savez en Angleterre avec les papillons blancs, les papillons noirs. Il se trouve que les papillons noirs en fait, ont un avantage adaptatif à être noirs dans des régions où en fait, la suie recouvre toutes les façades des bâtiments, etc. Bon ben voilà, là par exemple, darwiniennement parlant, ça marche très bien d'expliquer ce genre de phénomène. Il y en a des tas d'autres. Mais alors on pourrait se dire, voilà, qu'est-ce qui cloche avec la théorie darwinienne de l'évolution, plutôt la théorie synthétique de l'évolution. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir dans notre deuxième moment, qu'on va commencer là tout de suite, et qui va occuper la majeure partie de notre propos. Et voilà, c'est j'imagine, pour ça que vous êtes venus. Et donc là on y va. Alors, il y a en gros, et bon, je ne vais pas les lister, enfin on verra au fur et à mesure. Il y en a que je ne vais pas mentionner pour des questions de temps. Mais donc premier hic, hein, on pourrait dire, à la théorie darwinienne, premier problème de taille, c'est le problème suivant, c'est que les archives fossiles, telles qu'elles sont, telles que leur structure est constatée par les paléontologues, n'est pas conforme à ce que prédit la théorie de Darwin. Okay,
Donc il y a un gros problème au niveau des archives fossiles. Alors, quel est ce problème? Si vous voulez, Darwin fait l'hypothèse prétend que les êtres vivants, donc j'aurais dû peut-être l'ajouter en présentant sa théorie, c'est pas simplement que les mutations se font au hasard, c'est que du coup elles se font de manière extrêmement graduelle. C'est une accumulation de petites mutations au hasard qui vont dans le même sens, dans une même direction, qui permet d'expliquer le passage d'une espèce à une autre. Et par exemple l'apparition d'un nouvel organe, etc., ou d'une nouvelle fonction dans un organisme. Mais du coup, ça suppose quoi de dire ça? Ça suppose qu'on devrait observer dans les archives fossiles des espèces qui apparaissent de manière extrêmement progressive et qui évoluent tout au long de leur existence. D'accord? Or, ce qu'on constate depuis qu'on fait de la paléontologie de manière un peu sérieuse, c'est-à-dire au moins depuis le 19e, c'est que les archives fossiles sont structurées de la manière suivante, c'est qu'en fait les espèces n'apparaissent pas du tout de manière graduelle, mais de manière extrêmement soudaine, évidemment à l'échelle de l'évolution. Donc quand on observe les fossiles, on constate que surgissent comme ça de nouvelles espèces, sans qu'on ait pu observer en amont des formes transitoires entre l'espèce qu'on observe, la nouvelle espèce qu'on observe et l'espèce de laquelle elle est censée découler. Donc on observe dans de très très rares cas des formes transitoires, ça c'est le premier point. Donc apparition soudaine des espèces. Et deuxième point, c'est que les espèces n'évoluent pas tout au long de leur existence, mais qu'elles sont formidablement stables tout au long de leur existence. Donc ça c'est le phénomène de stase. D'accord? Donc apparition très soudaine des espèces, premier point, et deuxièmement, extraordinaire stabilité des espèces tout au long de leur existence. Donc c'est ce que les théoriciens de l'évolution appellent des stases, et donc ce qui va à l'encontre de la théorie darwinienne. D'accord? Selon laquelle, encore une fois, l'évolution est censée se faire de manière extrêmement graduelle. Et donc en fait, la théorie de l'évolution a été dans cette situation assez extraordinaire depuis Darwin, donc c'est-à-dire la publication de L'origine des espèces, si je ne m'abuse, c'est 1959. Elle a été dans cette situation assez extraordinaire, donc depuis la publication de la théorie de Darwin jusque dans les années 70, où en fait les paléontologues se sont évertués à trouver donc, ce qu'ils appelaient ce qu'on appelle toujours des chaînons manquants. Ils se sont évertués à en trouver. Et en fait, avec l'espoir qu'il devait en exister, puisque forcément Darwin ne pouvait pas se tromper, d'accord, mais sans en trouver. C'est-à-dire que pendant un siècle, on a cherché un truc qui était censé confirmer la théorie de Darwin. Sans le trouver, on a continué à avoir l'espoir de le trouver. D'accord? Jusqu'à... En gros, je vous fais l'histoire, je pourrais pas... En gros, c'est ça, mais jusqu'à ce que dans les années 70, un des plus grands biologistes... paléontologue du XXe siècle, qui s'appelle Stephen Jay Gould, et disent messieurs, il faut arrêter peut-être de prendre ses rêves pour la réalité. Et en fait, les chaînons manquants, les formes transitoires, on va pas les trouver. Ça fait un siècle qu'on les cherche, donc il faut qu'on arrête de les chercher si on ne les trouve pas. Et donc acceptons que l'évolution est structurée de la manière suivante que je viens de vous exposer, c'est-à-dire apparition soudaine des espèces, et stase tout au long de l'existence des espèces. Et oui, mais ses collègues, Stephen Jay Gould, disaient oui, mais c'est pas possible, enfin. Et pourquoi on les comprend? On comprend qu'ils soient bien gênés. C'est que du coup, il y a plein de problèmes qui se posent à cette conception-là du vivant. C'est comment expliquer du coup que les espèces apparaissent de manière si soudaine. Je veux dire, le passage d'une espèce à une autre, c'est censé prendre du temps. Pourquoi? Parce que les mutations sont censées se faire au hasard. Et or, pour qu'un organe apparaisse, eh bien, ça se fait pas comme ça. Souvent, un organe, c'est une réalité, je veux dire, extrêmement complexe. Et donc, il faut tout un ensemble de mutations coordonnées pour que l'organe apparaisse. Et donc,
Si on veut maintenir l'idée de mutation au hasard, il faut du temps. Voilà. Euh, donc voilà le problème en fait auquel doit faire face Stephen Jay Gould en proposant donc sa théorie qui prétend donc renouveler un petit peu la théorie de Darwin, sa théorie de l'équilibre ponctué. Donc l'équilibre ponctué, qui est la théorie dominante actuellement en théorie de l'évolution, mais c'est en fait on change à peu près rien à Darwin, sauf que on accepte le fait que les mutations que le passage d'une espèce à une autre ne se fait pas de manière gradualiste, mais soudaine. Donc, c'est ce qu'on appelle le saltationnisme. Il y a une opposition entre saltationniste et gradualiste. Donc, c'est-à-dire, on accepte le saltationnisme et on accepte aussi le fait que les espèces évoluent pas tout au long de leur existence. D'accord ? Évidemment, ça pose des problèmes. On va y revenir. Mais le point extrêmement important à souligner, c'est que Stephen Jay Gould ne remet pas en cause les mécanismes fondamentaux de l'évolution, que sont les mutations au hasard et la sélection naturelle. Pour Stephen Jay Gould, voilà, il n'y a pas à changer ça. C'est pour ça que des biologistes qui sont restés, en dépit des évidences paléontologiques, qui sont restés gradualistes, comme le célèbre Richard Dawkins, prétendent, et à juste titre en fait, que l'apport de Stephen Jay Gould n'est pas en fait qu'il n'a pas, il a pas révolutionné véritablement les conceptions que se fait la biologie de l'évolution. Il a raison, c'est-à-dire que puisqu'il ne touche pas aux mécanismes fondamentaux. D'accord. Bien, mais voilà, Jay Gould dit, le changement donc, qui fait qu'on passe d'une espèce à une autre se produit sur un trop petit nombre d'individus et sur un intervalle de temps trop court pour que l'évolution, d'une certaine manière, ait été prise sur le vif. Autrement dit, ce passage graduel d'un individu à une autre pour passer d'une espèce à une autre, il existe bel et bien pour Stephen Jay Gould. Il y a bel et bien enchaînement de petites mutations au hasard, mais ça se fait sur un temps très court, et donc les individus, les chaînons manquants n'ont pas pu être conservés dans les archives fossiles, c'est pour ça qu'on ne les trouve pas. Voilà. La théorie de Jay Gould ne repose pas sur l'existence de macromutations, c'est-à-dire sur l'idée que il pourrait y avoir comme ça, d'un seul coup, une mutation énorme qui apparaît, comme par exemple une mutation qui pourrait permettre à un organe entier de voir le jour comme ça, d'un coup. D'accord ? La théorie de Jay Gould ne repose pas là-dessus. Forcément, parce que ça semble extrêmement improbable. D'accord ? Voilà. Est-ce que, à ce stade, on est bon ? Ça va ? Le raisonnement est clair ? Ouais. Voilà, mais donc, forcément, on peut se poser des questions. D'accord ? On peut se poser des questions, d'accord, Stephen Jay Gould, il a l'honnêteté de prendre acte de la structure des archives fossiles, mais alors, comment est-ce qu'il peut raisonnablement expliquer, en maintenant l'idée que les mutations se font au hasard, comment est-ce qu'il peut raisonnablement rendre compte du passage d'une espèce à une autre ? Puisque, encore une fois, pour passer d'une espèce à une autre, ça suppose un nombre important de mutations qui se produisent en même temps et qui sont coordonnées, les unes avec les autres. D'accord ? En lien, évidemment, avec ce qu'on vient de dire, les biologistes ont du mal à rendre compte, du coup, de ce qu'on appelle la macroévolution. En histoire du vivant, il y a en gros, quand on étudie l'évolution du vivant, il y a en gros deux types d'évolution, la microévolution et la macroévolution. La microévolution, c'est ce qui va toucher, par exemple, voilà, à des caractères superficiels dans l'organisme, par exemple, la couleur du pelage d'un animal, ou la couleur des ailes pour un papillon, comme par exemple, comme pour l'exemple qu'on mentionnait tout à l'heure.
la macroévolution. Et donc également, on peut parler de microévolution au sein d'une même famille d'espèces. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que, à partir de leur ancêtre commun, ont dérivé les différents types de félins, je sais pas, les tigres, les lions, les chats, etc. Bon, ben ça relève plutôt de la microévolution. D'accord? Par contre, quand on cherche à comprendre comment est-ce qu'on passe d'un type d'espèce à un autre, eh bien là, c'est là qu'on rentre dans les questions de macroévolution. Et donc, globalement, que la théorie darwinienne permette d'expliquer la microévolution, voilà, c'est plutôt admis. Par contre, là où le bas blesse, c'est au niveau de la macroévolution. Et donc, on va prendre deux exemples. Celui, pour commencer, de la bipédie. Alors, on pense que la bipédie est apparue entre un ancêtre commun, un ancêtre qui était commun à l'Australopithèque et au chimpanzé, et qui a fait que comment dire, et duquel, du coup, l'Australopithèque dérive. Et donc, l'Australopithèque étant une espèce qui est elle-même bipède, ou quasiment bipède. D'accord? Et donc, toute la question, ça va être de savoir comment est-ce que, à partir d'un ancêtre commun à l'Australopithèque et au chimpanzé, a pu apparaître l'Australopithèque, étant entendu que cet ancêtre commun n'était pas bipède et que l'Australopithèque lui-même est bipède. Alors, il se trouve qu'on peut donc marcher sur nos deux jambes grâce au fait que le haut de notre corps repose sur notre bassin qui a une forme qui est quasi circulaire. D'accord ? Et il en est presque de même pour les australopithèques qui eux-mêmes sont donc quasiment bipèdes et qui ont un bassin qui est quasiment circulaire. Néanmoins, les chimpanzés, eux, donc ne sont pas bipèdes et ont un bassin qui est beaucoup plus allongé. D'accord ? Donc le nôtre est quasiment circulaire, le bassin des chimpanzés est beaucoup plus allongé. Et donc, de sorte que la bipédie n'est pas du tout naturelle pour eux. Et il se trouve que les spécialistes de l'évolution considèrent qu'il n'y a pas de chaînon intermédiaire crédible entre un bassin adapté pour la quadrupédie et un bassin qui est adapté pour la bipédie ou quasiment adapté pour la bipédie comme celui de l'Australopithèque. Et donc, pour des spécialistes de la question, comme Chaline ou De Villers, qui sont des scientifiques qui sont, matérialistes, ils pensent que la transition a dû s'effectuer en une génération. D'accord ? C'est-à-dire qu'en une génération, on a dû passer d'un individu qui n'était pas bipède à un individu qui est bipède. Et alors, eux, ils considèrent que c'est possible parce que il se trouve que relativement récemment, je ne saurais pas dater, mais on a mis en évidence l'existence de gènes qui, à eux seuls, étaient capables de déterminer, de modifier des structures tout entières. C'est ce qu'on appelle les gènes OX. Et donc, par exemple, on a mis en évidence des gènes de ce type chez la mouche. Il y a des gènes similaires qui se trouvent aussi, me semble-t-il, chez la souris. Et bref, en fait, en modifiant simplement un de ces gènes, un seul gène, on arrive à produire une mouche mutante qui, à la place de ses antennes, a des pattes. D'accord ? Avec la modification d'un seul gène. Et donc, s'il existe des gènes qui peuvent à eux seuls provoquer des changements structurels importants, eh bien alors ces théoriciens de l'évolution pensent qu'il peut être crédible de considérer qu'en une génération, il peut y avoir des changements aussi importants que celui d'un bassin approprié pour la quadrupédie à un bassin approprié pour la bipédie. Mais en fait, là, le problème qui se pose par rapport à la bipédie, c'est que, et ce que n'envisagent pas
les paléontologues qu'on a évoqués, c'est que il suffit pas que le bassin, devienne apte à la bipédie pour qu'elle soit viable. Il faut que d'autres mutations se produisent de manière coordonnée pour que la bipédie soit possible. Et donc une de ces autres mutations coordonnées, c'est l'apparition qui doit être du coup simultanée de modifications au niveau de l'oreille interne. C'est-à-dire qu'on a l'oreille interne, donc c'est ce qui régule c'est ce qui nous permet de tenir en fait en équilibre. Et donc il faut, pour qu'on puisse passer d'une position quadrupède à laquelle on est à l'aise à une position bipède dans laquelle on est à l'aise, il faut qu'il y ait des mutations aussi au niveau de notre perception de notre propre équilibre. Et donc il faut, pour que l'hypothèse d'un passage de la bipédie de la quadrupédie à la bipédie soit crédible, il faut qu'il y ait eu des mutations coordonnées de au moins de ces deux éléments-là, de l'anatomie, bassin et oreille interne. Ce qui est très peu probable. Et comment dire, et il est évident que ça n'a pas pu se produire de manière gradualiste, parce que s'il y a eu modification de l'oreille interne sans qu'il y ait eu modification du bassin, et bien évidemment, ça confère un désavantage à l'individu. Et à l'inverse, s'il y a modification du bassin sans modification de l'oreille interne, ça confère là aussi un désavantage à l'individu. On peut donner un autre exemple. Et en fait, il y en a plein hein, qui sont recensés par les auteurs qui sont critiques vis-à-vis de la théorie de l'évolution. Mais donc un autre exemple, c'est celui de l'apparition des chauves-souris. Eh bien, alors l'hypothèse communément avancée, c'est que les doigts de ce mammifère en question, donc, qui est le Galeopithecus. Donc c'est un petit mammifère qui avait la capacité qui a la capacité de planer, c'est-à-dire qui a en étendant ses pattes, il y a une membrane qui relie son corps à ses pattes et donc qui fait qu'il peut planer. Et donc l'hypothèse communément admise pour essayer d'expliquer l'apparition des chauves-souris, c'est de dire que c'est l'évolution de ce mammifère-là qui a permis la chauve-souris. Alors évidemment, ça ne suffit pas, parce que c'est pour expliquer l'apparition de la chauve-souris, là c'est juste à expliquer l'apparition de mammifères qui volent. Parce qu'après, il faudrait évidemment expliquer les colocations, etc. Mais déjà, des mammifères qui volent, c'est l'hypothèse qui est retenue. Mais donc, on va voir qu'elle pose des problèmes. Donc, l'idée, c'est que les doigts donc, de ce mammifère se sont allongés pour devenir une membrane qui permet le vol. Donc, vous voyez, ce mammifère a des petites pattes, et l'idée, c'est que les doigts, ces doigts se sont allongés de manière extrêmement importante, et qu'il y a eu formation de membrane, qui permet à cet animal de voler. Mais quel est le problème ? Quel est le problème que ne voit pas ceux qui proposent cette hypothèse ? C'est que le problème, c'est qu'il va perdre l'usage de ses pattes bien avant de pouvoir voler. D'accord ? Imaginez donc un petit mammifère dont les doigts grandissent, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il y a des membranes qui apparaissent pour expliquer le vol. Oui, mais le problème, c'est qu'avant que le vol soit possible, si ces doigts ont grandi, il y a un moment, en fait, et pendant longtemps, où ses pattes ne vont plus lui être utiles, et où il ne peut pas encore voler. Et donc, en fait, là, on aurait donc, si cette hypothèse pour expliquer l'apparition du vol chez les mammifères est juste, on aurait donc un problème, c'est que, du coup, il y a une caractéristique qui a été sélectionnée pendant un long moment, mais qui s'avère pas simplement inutile, mais nuisible, parce qu'il perd l'usage de ses pattes. Donc, c'est pas possible. Okay ? Et donc, voilà, à ce jour, il n'y a pas d'autre explication pour essayer d'envisager l'apparition des chauves-souris. Mais voilà, dans certains manuels de biologie, il y en a qui disent, voilà, alors très probablement, ça va être ça. Okay ? Et qui ne voient pas cette objection toute simple.
Ok. Alors le problème, c'est que ça ne suffit pas pour permettre d'expliquer l'apparition du vol battu. Hein, parce que voilà, l'idée c'est que ce mammifère-là, donc le Galeopithecus, lui, est capable de faire de planer. Okay, donc pour expliquer le passage du vol plané au vol battu, il n'y a pas juste l'obstacle des doigts, c'est que il faut que d'autres mutations se produisent donc de manière coordonnée. Il aurait fallu une infrastructure musculaire complètement différente. Il aurait fallu aussi une infrastructure respiratoire aussi très différente de celle d'un animal capable de planer. Donc c'est pour ça qu'un des spécialistes de la question des chauves-souris a pu écrire, donc il s'appelle Glenn Jepson, chez les mammifères connus d'un point de vue morphologique, génétique et phylogénique, il y a une telle distance entre la pratique du vol plané et le mode propre aux chauves-souris qu'on pourrait presque dire que le développement du premier exclut la probabilité du développement ultérieur du second dans une même lignée phylétique. Donc c'est-à-dire, voilà, on ne voit pas comment est-ce que on peut passer du vol plané au vol battu, mais du coup, si le début d'explication pour comprendre le vol battu chez les mammifères, c'était de passer par le vol plané, bon, ben, si on enlève ça, on n'a absolument plus rien. C'est-à-dire pas la moindre idée de comment on aurait pu passer d'un mammifère qui vole pas à un mammifère qui vole. Donc vous voyez, là, le problème, c'est même pas simplement des questions de « ah, il n'y a pas le temps », etc. C'est même du point de vue de « ok, donnons-nous tout le temps nécessaire, tout le temps du monde, et toutes les mutations qu'on veut ». En fait, on ne voit pas comment est-ce que par des petites mutations, on peut passer de l'un à l'autre. À moins de supposer un gros coup de bol ou l'intervention d'une intelligence. C'est là qu'on va arriver. Hein. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Alors voilà, dans ce bouquin, le bouquin de Denton, donc Évolution, une théorie en crise, il donne plein d'autres exemples. Comme ça, je vais vous en lire d'autres voilà, qui sont assez savoureux. Et donc notamment, il a tout un passage sur l'apparition du vol chez les oiseaux. D'accord, qui là aussi pose plein de problèmes, donc le problème de l'apparition des plumes, hein. On suppose que ça vient des écailles, en fait là aussi ça pose plein de problèmes que décrit Denton, et aussi apparition des oiseaux d'une manière générale, parce qu'en fait il se trouve que les oiseaux ont un système respiratoire complètement unique chez les vertébrés, et donc on ne voit pas comment est-ce que à partir du système respiratoire qui est le nôtre, on a pu passer au système respiratoire des oiseaux. Voilà, pour plus de détails, vous pouvez jeter un œil dans ce bouquin. Voilà, c'est passionnant. On peut dire aussi qu'il y a des mutations en fait, ou des caractéristiques chez certains êtres vivants qui sont apparues, alors qui ne sont pas forcément des macromutations, hein, mais qui sont apparues alors qu'on n'en voit absolument pas l'utilité. D'accord ? Il y a certaines caractéristiques qui sont présentes chez les vivants dont on ne voit absolument pas à quoi elles servent et qui pourtant, dans certains cas, sont extrêmement précises. D'accord ? Premier exemple, c'est celui du calima de Ceylan. Donc c'est un papillon. Ok, donc c'est un papillon qui ressemble à une feuille. D'accord ? Bon, très bien, ça on peut très bien comprendre, je veux dire, d'un point de vue darwinien, c'est voilà, pour se camoufler, c'est parfaitement logique. Par contre, il pousse, je veux dire, la dimension imitative très loin, c'est-à-dire que sur la feuille vient figurer un champignon. D'accord ? Bon, là encore, on peut se dire, bon, ok, il y a un motif de champignon sur ces ailes qui ont forme de feuille, pourquoi pas ? Mais là où ça va loin, c'est qu'en fait, le calima de Ceylan ne se contente pas d'imiter quelque chose qui a la forme d'un champignon, mais il imite de manière extrêmement précise une espèce existante de champignon. Et donc c'est là que ça devient problématique. C'est que on peut comprendre que ça puisse lui être utile éventuellement pour, je veux dire, que le réalisme soit total, qu'il y ait un champignon sur ses ailes en forme de feuille, pourquoi pas, mais
ça semble complètement inutile qu'il imite au détail près une espèce existante de champignon. Parce que les oiseaux peuvent éventuellement reconnaître un champignon en général, mais ça ne doit pas lui être utile du point de vue de sa survie et du point de vue de la façon dont ça lui permet d'échapper à ses prédateurs que d'imiter dans les moindres détails un champignon existant. D'accord ? Et donc c'est là que ça pose problème d'un point de vue darwinien. On pourrait comprendre à la limite qu'il imite en gros un champignon, mais de manière extrêmement précise un champignon existant, on ne voit pas du tout à quoi ça peut lui servir, et donc du coup la question c'est pourquoi est-ce que ça a été sélectionné. D'accord ? Ensuite, il y a d'autres exemples, c'est qu'il y a certaines espèces de papillons qui en imitent parfaitement d'autres, et alors bien souvent, c'est quand ces espèces de papillons imitent d'autres papillons qui, eux, sont porteurs d'une substance que les oiseaux détestent ou qui sont toxiques pour les oiseaux et donc qui font que les oiseaux, finalement, ne les mangent pas. Et donc là, on peut complètement comprendre. Okay ? On peut complètement comprendre qu'un papillon en imite un autre parce que cet autre est porteur d'une substance qui fait que les oiseaux ne les mangent pas. Et donc ça existe. Il y en a plein. Et donc là, Darwin permet de comprendre. Le problème, c'est qu'il y a d'autres phénomènes d'imitation qui semblent complètement gratuits. C'est-à-dire qu'il y a des papillons qui imitent, mais à s'y méprendre de manière extrêmement précise, d'autres papillons, lesquels ne sont pas du tout, pas mieux adaptés qu'eux pour survivre. Lesquels, ne font pas plus fuir les oiseaux qu'eux. Et donc la question est, pourquoi ils les imitent ? Et pourquoi est-ce que ça a été sélectionné par l'évolution ? D'accord ? Ça semble complètement gratuit, complètement inutile, et donc pas explicable d'un point de vue darwinien. La seule explication possible, ce serait de dire que les papillons qui sont imités ont été par le passé non comestibles, d'accord ? Que par le passé, ils aient été porteurs de cette substance qui les rendait non comestibles. Mais la question serait alors, pourquoi est-ce qu'ils ont perdu ce formidable avantage qui les rendait non comestibles ? D'accord ? Donc, en fait, il n'y a toujours pas d'explication. Un autre exemple donc, d'apparition d'organes qui semblent complexes, ou organes ou caractéristiques complexes, mais sans aucune utilité, c'est l'œil du strombus. Alors, il se trouve que les vertébrés que nous sommes, nous avons donc des yeux complexes qui sont des yeux qui possèdent un iris, un cristallin et une rétine. D'accord ? Et donc qui sont complexes, qui nous permettent de voir de manière précise notre environnement, de faire des mises au point. Et donc pour nous, ça nous est très utile parce qu'on a besoin d'avoir des informations précises en provenance du monde extérieur. Le problème, c'est que le strombus, qui lui a un œil de vertébré, c'est-à-dire un œil à cristallin et rétine, le strombus, lui, est un escargot qui vit dans les fonds marins, d'accord ? Et qui a besoin pour, survivre, d'avoir de vagues informations lumineuses, c'est-à-dire en gros de savoir, là il y a de la lumière, là il n'y en a pas. C'est à peu près tout ce dont il a besoin, d'accord ? La question est donc, comment se fait-il que cet animal ait un œil de vertébré, un œil à cristallin rétine, alors que ce dernier lui est parfaitement inutile. D'accord ? Ça semble complètement absurde d'un point de vue darwinien. Voilà. Donc voilà pour des exemples d'évolution, de caractéristiques qui sont apparues au cours de l'évolution et que la théorie de Darwin ne peut absolument pas expliquer. Donc soit on l'a vu, donc des cas des exemples de macroévolution, donc qui permet d'expliquer le passage d'une espèce à une autre, soit des évolutions qui sont complexes et qui n'ont aucune utilité. D'accord ?
Et donc du coup, si ça ne peut pas être expliqué en raison des mécanismes darwiniens donc, qui sont le hasard, mutation hasard et la sélection naturelle, on est obligé de supposer l'intervention, donc là encore, d'une forme d'intelligence. Alors un autre argument important pour comprendre, avoir une idée des critiques qui peuvent être opposées à la théorie darwinienne, c'est la question des convergences évolutives. Alors, l'idée des convergences évolutives, qui semble donc contredire la théorie donc, synthétique de l'évolution, c'est la chose suivante. Quelle est l'idée? Et donc, elle est en particulier mise en avant par un grand paléontologue qui s'appelle Simon Conway-Morris, et donc qui enseigne à Cambridge, et qui est donc un des meilleurs spécialistes de la paléontologie actuellement. Et il a écrit un livre donc, qui s'appelle Life's Solution, dans lesquels, en fait, et c'est peut-être la thèse centrale de son livre, dans lesquels il dit, et on va essayer d'illustrer ce point, les routes de l'évolution sont nombreuses, mais les destinations sont limitées. C'est-à-dire que finalement, les solutions que les organismes vivants trouvent pour être adaptés à leur milieu, c'est-à-dire en fait les organes que le vivant va produire pour permettre aux individus d'être adaptés de manière optimale à leur milieu, eh bien en fait sont en nombre extrêmement limité. Voilà, c'est ça. C'est l'idée qu'il n'y a pas, si vous voulez, profusion d'inventions, de formes, d'organes, de fonctions. C'est comme si le catalogue de l'évolution était limité. Donc toute la question, c'est pourquoi est-ce qu'il est aussi limité? Pourquoi est-ce qu'il est aussi limité? Donc on va tout de suite donner des exemples et un petit peu expliciter le raisonnement. Alors, le consensus actuel est que chaque espèce est le résultat d'un processus qui est dû au hasard et qu'il y a un grand nombre de possibilités, probablement bien plus que le nombre de planètes habitables dans la galaxie. Donc il y a un grand nombre d'espèces qui sont possibles dans l'absolu, selon le consensus actuel. Selon une telle conception, il est donc très improbable que les habitants d'une planète, imaginons s'il y avait des vivants sur Mars, d'accord, puissent ressembler à ceux des habitants d'une autre planète. Imaginons, voilà, si on trouvait une espèce qui serait très ressemblante au chat sur Mars, ça ce serait tout à fait incompatible avec la théorie darwinienne, puisque, encore une fois, le moteur de l'évolution est censé être le hasard. Et or, l'apparition d'une espèce est tellement improbable au vu du champ des possibles, que si on en trouve deux qui sont pareils, ça semble, contredire l'hypothèse darwinienne. Mais le phénomène de la convergence évolutionniste indique au contraire que le nombre d'alternatives donc, est strictement limité. Alors là, on ne va pas le faire en s'appuyant sur des espèces, parce qu'il est faux de dire qu'il y a des espèces qui sont exactement identiques, mais pour le coup, on peut le faire en étudiant des organes. Et donc on peut se rendre compte qu'il y a des systèmes physiologiques, des organes qui remplissent des fonctions, qui apparaissent, si vous voulez, de manière complètement indépendante au cours de l'évolution, et pourtant ces systèmes sont extrêmement complexes. La probabilité qu'ils apparaissent une fois est infime, et pourtant ils apparaissent une fois, deux fois, voire plus. D'accord? Et donc on va voir un certain nombre d'exemples de ça. Alors, on va revenir à notre exemple des yeux, donc des yeux de vertébrés. Il se trouve que ces yeux-là, qui sont des organes extrêmement complexes, apparaissent à de nombreux endroits dans l'histoire de l'évolution, et de manière évidemment indépendante. C'est-à-dire sans que les ancêtres communs des espèces dans lesquelles apparaît l'œil de vertébré, sans que l'ancêtre commun ait possédé l'œil lui-même. Donc, par exemple, on l'a vu, donc le Strombus possède un œil de vertébré.
Mais il y a aussi des araignées qui possèdent des yeux de vertébrés, d'accord? Alors que la plupart des araignées ont des yeux à facettes et que ça leur suffit, ça marche très bien, les yeux à facettes. Euh, mais il y a aussi certains calamars qui sont pourvus de ces yeux. Et donc ils sont apparus 6 fois dans l'histoire du vivant. D'accord? 6 fois il y a eu apparition d'yeux de vertébrés. Euh, et également c'est apparu chez certaines méduses, alors que les méduses n'ont pas de cerveau. Et donc c'est comme si, nous dit donc Jean Stone dans son livre, donc Jean Stone, qui est un bon spécialiste de l'évolution, il a fait des études poussées en paléontologie et il connaît les différentes théories contemporaines de l'évolution. Donc c'est par lui que je connais ces résultats qui sont mis en avant par Cohn et Morris. D'accord ? Et donc Jean Stone nous dit, c'est comme si quelque chose dans la nature incitait la structure œil de vertébré à se manifester, même là où elle ne semble pas nécessaire. Dans des phylums, c'est-à-dire des grandes catégories d'êtres vivants, où il existe des ancêtres qui sont pourvus d'yeux différents, donnant toute satisfaction. D'accord ? C'est-à-dire que l'œil de vertébré est apparu chez certaines araignées, alors qu'elle avait un ancêtre qui avait des yeux à facettes, et l'œil à facettes marchait très bien. Et donc, voilà, très bizarre, très bizarre. Voilà, donc cet organe qui est quand même extrêmement complexe est apparu à 6 reprises. Autre exemple de convergence évolutive, alors, être mammifère, ça se caractérise essentiellement par 2 caractéristiques. C'est être vivipare, c'est-à-dire c'est le fait de mettre directement au monde ces petits, mais sans passer par la ponte d'eux. Et c'est également le fait d'avoir le sang chaud. Et il se trouve que la viviparité est apparue au cours de l'histoire du vivant, c'est-à-dire le fait de mettre directement au monde ces petits, est apparue dans l'histoire du vivant des centaines de fois de manière séparée. Et donc, elle est apparue même chez des espèces qui appartiennent à des groupes, par exemple des espèces de scorpions ou des espèces de poissons, où en fait, les scorpions, l'écrasante majorité des scorpions ou des poissons ne sont pas vivipares, mais ils sont ovipares. D'accord ? Mais il se trouve qu'il y a des poissons ovipares. Vivipares. D'accord ? Alors qu'habituellement, on a tendance à considérer que on croit que c'est l'apanage des mammifères seulement. Il y a apparemment des scorpions vivipares. Il y a également, semble-t-il, des serpents vivipares, etc., etc. Donc voilà, très étrange qu'une même caractéristique qui est complexe, qui suppose des changements extrêmement importants, le passage de l'oviparité à la viviparité, soit apparue des centaines de fois. D'accord ? Donc là, pour la liste exhaustive, donc c'est ce que nous dit Cohn et Morris. Donc pour vous donner la liste complète, donc chez des amphibiens, il y a viviparité, chez certaines espèces de scorpions, de poissons, de serpents, de coléoptères et de pucerons. Voilà. Autre exemple de convergence évolutive, allons-y, donc l'écolocation. Ok ? Donc, comme vous le savez, c'est un système donc, qui est mobilisé par les chauves-souris pour se repérer. Alors, il se trouve que les cétacés ont des systèmes aussi d'écolocation, mais qui sont utilisés de manière très différente des chauves-souris. Mais il y a également un oiseau qui s'appelle le palangane, qui est aussi doté de ce système. Et donc, qui l'utilise comme les chauves-souris pour se déplacer dans des grottes obscures où il vit. Voilà, donc pareil, c'est la même idée, si vous voulez. L'écolocation, c'est quand même un système très particulier. La probabilité pour qu'il apparaisse une fois dans l'histoire de la vie est infime, donc comment se fait-il qu'il soit apparu 2 fois de manière indépendante ? Ok, donc voilà pour les différents exemples pour les différents arguments, si vous voulez, qui nous poussent à admettre que à considérer, disons, que les mécanismes fondamentaux qui sont proposés par la théorie synthétique d'évolution, c'est-à-dire mutation, hasard et sélection naturelle, ne permettent pas d'expliquer en fait l'évolution du vivant. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut substituer
à ces propositions théoriques-là, eh bien, il faut peut-être ne pas hésiter à se ruer, alors de manière aussi rigoureuse que possible, mais se ruer quand même joyeusement vers de la métaphysique, vers des hypothèses métaphysiques. Et donc, il y en a deux qui sont proposées par, à minima, par des penseurs de l'évolution, et deux hypothèses qui peuvent d'ailleurs tout à fait être compatibles et qui sont en réalité, comment dire, réunies dans le système métaphysique de Raymond Bruyère. Première idée, c'est l'idée qu'il existerait donc des formes, euh, euh, des formes un petit peu comme les formes platoniciennes, si vous voulez, des sortes de modèles à partir desquels sont produits les êtres vivants et formes qui seraient en même temps aussi des attracteurs qui orienteraient l'évolution dans une certaine direction. Et on peut également faire l'hypothèse suivante selon laquelle on doit admettre la présence et l'intervention d'une intelligence qui permettrait l'apparition de certaines formes ou de certaines caractéristiques des vivants, dès lors qu'on constate que ces dernières ne peuvent pas s'expliquer de manière gradualiste par des mutations au hasard, ni par la sélection naturelle. L'écrasante majorité ne la... Non, non, ne, ne les voit pas. Mais, parce qu'après, pour les... Comment dire? Pour s'en rendre compte, disons, il faut aller les chercher. Puis c'est pas leur travail de remettre en cause leurs propres présupposés qui ordonnent leur discipline. Enfin, C'est pas, bah, leur travail, c'est quand même de chercher la vérité. C'est pas d'être les serviteurs d'un paradigme, enfin du paradigme dans lequel ils évoluent. Alors après, bon, on pourrait expliquer pour des raisons sociologiques le fait que oui, les communautés scientifiques, de manière générale, sont enfermées dans des paradigmes, qu'elles ont du mal à en sortir, etc. Enfin, disons, ils devraient essayer comment dire, d'être ouverts à tous les faits euh, et donc à et c'est ce que font certains d'ailleurs. Je veux dire, euh, Conway Morris, voilà, c'est un grand scientifique. Denton aussi, c'est un scientifique très sérieux, enfin, qui publie dans Nature. Enfin, je veux dire, c'est pas des petits rigolos. Et il y en a hein, voilà, des scientifiques qui, euh, un petit peu fidèles à la théorie anarchiste de la connaissance de Feyerabend. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est hyper intéressant, c'est stimulant. Donc c'est un épistémologue, Feyerabend, qui dit que en fait on devrait absolument pas euh, comment dire se soucier du caractère incongru, saugrenu ou réaliste d'une hypothèse. On devrait envisager toutes les hypothèses, aussi saugrenues soient-elles. Par contre, ce vis-à-vis de quoi il ne faut pas transiger, c'est vis-à-vis des confirmations expérimentales. Et donc, le seul critère doit être est-ce que l'hypothèse elle est confirmée expérimentalement ou pas. Et le problème, c'est que dès lors qu'un scientifique se déploie et fait ses recherches dans le cadre d'un paradigme, eh bien, il va exclure a priori tout un tas d'hypothèses qui sont en désaccord avec le paradigme, et ce qui conduit à une sclérose de la science, hein, malheureusement. Mais y a des savants qui osent, je veux dire, qui ont le courage d'envisager des hypothèses. Et donc, par exemple, quelqu'un que j'ai pas encore lu, mais enfin, dont j'ai pris connaissance par l'intermédiaire de Jean Stone, un certain Rémi Chauvin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais donc, et le problème, c'est que ce monsieur, il a été assez rapidement, je crois, blacklisté, quoi. Donc à la base, c'est un très bon spécialiste des insectes, un des meilleurs en France, hein, des sociétés d'insectes, mais qui s'est mis à, parce que fidèle au principe de la théorie anarchiste de la connaissance de Feyerabend, qui s'est mis à envisager les hypothèses les plus farfelues qui soient, mais qui avait le courage de les garder et d'essayer de les défendre dès lors qu'elles étaient confirmées expérimentalement. Et donc, voilà, bon, voilà, j'ai pas lu encore, mais ça a l'air hyper stimulant. Et bon, ouais, il s'est aussi occupé de parapsychologie, enfin bon, bref. Voilà, tout ce qu'il faut pour être considéré comme pas sérieux.
est-ce que vous avez une idée depuis quand il y a la vie sur Terre? Non, mais je veux dire, selon les données, attention là, c'est pas une question piège, selon les données de la science contemporaine, je veux dire. Des millions d'années. Alors, l'âge de la Terre, c'est quoi à peu près? Comment? Non, 13-14. Alors non, il me semble l'âge de la Terre, c'est autour de 5 milliards, n'est-ce pas? Milliards d'années. Et donc, c'est le Soleil, autour de 13-14, en gros 15. Et donc, les premières traces d'organismes vivants, 3,8 milliards d'années. D'accord? On pourrait se dire, ça va, il y a de la marge, non? Alors, où est le problème? C'est qu'en fait, non. Parce qu'en fait, de 3,8 de moins 3,8 à moins, c'est quoi les chiffres? 540 à peu près. En fait, la vie a peu évolué et c'est peu diversifié. Et en fait, il y a l'immense majorité des êtres vivants ou même des types d'êtres vivants qu'on connaît aujourd'hui ne sont apparus qu'à partir de ce qu'on appelle l'explosion cambrienne, c'est-à-dire vers moins 540 millions d'années avant nous. Voilà, et donc il y a environ 540 millions d'années, explosion donc du Cambrien, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu apparition, par exemple, des arthropodes et des vertébrés. D'accord? C'est-à-dire que donc les arthropodes, que je ne dise pas de bêtises, ce sont des êtres vivants qui ont un exosquelette et qui sont articulés. D'accord? C'est pas des mollusques, ils n'ont pas de squelette articulé. Et donc, par exemple, ça va être les crabes ou bien les fourmis. Hein, c'est des arthropodes. Ok? Mais il y a aussi les vertébrés qui apparaissent au moment de l'explosion du Cambrien. C'est-à-dire qu'avant 540 millions d'années, il n'y avait pas d'arthropodes ou de vertébrés. Et donc, du coup, toute la question, et du coup, ça rétrécit largement l'intervalle de temps dont les vivants disposent pour évoluer. Mais c'est pas tout. C'est que, comme on l'a vu, les vivants n'évoluent pas tout le temps. Ça y est, c'est acquis. Ils évoluent en fait de manière tout à fait ponctuelle, puisque durant l'écrasante majorité de l'existence d'une espèce, il y a un phénomène de stase, donc de stabilité, donc de non-évolution. Et donc en fait, si on fait une fourchette, en fait, de fourchette, disons, contraignante à une fourchette généreuse, les êtres vivants en fait évoluent pendant une période qui correspond entre 1% et 5% du temps de vie de l'espèce. Et donc en fait, il faut considérer que les êtres vivants ont comme temps pour évoluer entre 1% et 5% de 540 millions pour comprendre par exemple l'évolution des vertébrés du début jusqu'à nos jours. Et donc pour comprendre par exemple le passage des vertébrés qui sont sous l'eau et qui sortent de l'eau et qui deviennent je ne sais pas quoi, enfin, etc. etc. Et donc ça fait que des premiers vertébrés aux vertébrés actuels, c'est-à-dire avec toutes les transformations que ça suppose, toutes les espèces, les différentes familles d'êtres vivants, etc., eh bien, le vivant dispose de 6 à 30 millions d'années pour faire tout ça, ce qui semble quand même très très peu. Et donc si on le traduit en termes de génération, en sachant qu'une génération, donc ça c'est Denton qui le dit, une génération moyenne pour des poissons, des amphibiens, des reptiles, ou des mammifères, c'est environ 5 à 10 ans, ça veut dire que toute l'évolution des vertébrés, par exemple, a dû se faire sur quelques centaines de milliers de générations. Ce qui semble du coup peu, pour expliquer le passage de toutes ces espèces d'une espèce à une autre plein de fois. Enfin voilà, donc ça c'est des chiffres assez importants pour avoir mettre en comprendre précisément ce dont il s'agit quand on dit oui mais la vie c'est vieux, il y a eu beaucoup de temps, etc., etc. Non, pas tant que ça.